on les mette dans les mêmes classes, qu'on ouvre l'école comme l'université aux filles, et sur un sujet extrêmement polémique en Alsace, mais c'est seulement après, sur la déconfessionnalisation des classes. C'est-à-dire qu'il est aussi sur l'idée pas de science avec présupposés, et comment dire, on laisse de côté les présupposés religieux. Et pour lui, l'enjeu essentiel pour l'émancipation, comment dire, des classes populaires, c'est l'accès à la culture. Et il explique que l'accès à la culture, c'est pas seulement lire et compter et écrire, c'est plus. Hein, c'est effectivement, et que la principale source pour lui de l'inégalité, c'est l'inégalité culturelle. Alors après, c'est pré-bourdieusien presque, sur le capital culturel, qui est un élément absolument essentiel dans la différenciation sociale. Donc ça, c'est Ziegler. Donc là, j'ai fini A, la première page, et Z, je vous épargnerai le reste. Donc ça, c'est un dictionnaire. Alors, après, on peut s'interroger, c'est ce que je disais en ouverture, sur la passion du dictionnaire. Tu vois, pourquoi en Alsace cette passion du dictionnaire? Qu'est-ce que ça signifie? J'ouvre juste la question. Qu'est-ce que ça signifie du point de vue de la production historique en Alsace? Est-ce que ça ne renvoie pas, comment dire, à une incapacité à écrire une histoire ou autrement, c'est-à-dire l'histoire de l'Alsace, de faire avancer l'Alsace? Puisque quand on écrit des notices biographiques, quand on fait des notices de ce type de dictionnaire, eh bien c'est de la, comment dire, on n'est que dans une logique de, comment dire, d'une approche fragmentaire de l'histoire, c'est-à-dire c'est une histoire totalement éclatée, c'est-à-dire que ça renvoie peut-être à l'impossibilité de construire un récit historique, c'est-à-dire ça peut être aussi la marque d'une certaine impuissance, mais en tous les cas c'est quelque chose qui moi m'interroge quand je vois NDBA, quand on voit par exemple mon collègue, moi je n'ai pas participé à cette aventure sur Léon Strauss, qui a fait je ne sais pas combien, 450 notices ou 500 notices pour le métro sur l'histoire du mouvement ouvrier, mais on n'a pas d'histoire, donc de notices sur les militants ouvriers, mais on n'a pas d'histoire ouvrière de l'Alsace. Donc quelque part, ça renvoie aussi à une lacune ou à quelque chose qui doit être interrogé. Donc voilà, ça c'est le dictionnaire, j'ai fait mon premier point. Alors je passe tout de suite au deuxième, mais après je vais aller plus vite. Surtout que j'en ai éliminé après. Alors. Donc après c'est dictionnaire culturel. Donc là c'est, effectivement, on a fait le parti pris, et là-dessus c'est un dictionnaire culturel, c'est-à-dire qu'on ne traite pas de tout, c'est pas un dictionnaire de Strasbourg de 1880 à 1930, c'est un dictionnaire culturel. Mais un dictionnaire culturel qui ne se limite pas, comment dire, aux beaux-arts. Hein, c'est-à-dire que on y a accordé une large place, et là-dessus on était entièrement d'accord avec Paul Ambrecht, à deux choses. À côté de l'histoire, comment dire, artistique, et une histoire de la vie scientifique, intellectuelle. C'est-à-dire que la création scientifique, la recherche scientifique participe au même titre de la culture que les créations esthétiques. Donc ça c'est donc on n'est pas non plus totalement dans l'approche anthropologique, hein. On est à côté de la création dans les beaux-arts, il y a aussi les musées, tout ce que l'on veut, les monuments, il y a aussi dans la culture, il y a la création scientifique, et ensuite, troisième point, il y a, alors là avec des fortunes diverses, le souci de faire place aux cultures populaires, hein, mais ça c'était pas, après, bon c'est la limite du dictionnaire, c'est-à-dire qu'un dictionnaire ne peut que refléter l'état de la recherche. Alors il y a des secteurs sur lesquels on est extrêmement faible. Moi, l'un de mes grands regrets, c'est que par exemple, j'ai écrit un article Volkskunde, mais il n'y a rien sur les traditions folkloriques, comment dire, les pratiques populaires qu'on peut définir comme folkloriques en milieu urbain, dans le cadre de Strasbourg. J'ai bien fait quelque chose sur les sociabilités populaires, mais ça ne puise pas totalement le sujet, pour la bonne raison qu'il y a très peu de travaux. On connaît bien les pratiques rurales,
On connaît bien le folklore des campagnes, parce que les folkloristes alsaciens se sont essentiellement intéressés aux pratiques populaires rurales, mais jamais aux pratiques populaires urbaines. Et ça, c'est un manque absolu, c'est-à-dire qu'il y a un vide, et quelque part, ça aurait été intéressant de faire ce travail, mais on ne peut pas toujours tout faire tout de suite dans un même mouvement. Donc cette idée que la culture, c'est les beaux-arts, mais c'est aussi l'université, la recherche scientifique, et pour nous, je pense que, et là-dessus avec Reich, on était entièrement d'accord, c'est un enjeu extrêmement important, puisque, comme vous le savez, jusqu'à une date très récente, l'université de Strasbourg a été considérée, qu'elle soit allemande ou française, comme un corps étranger à la ville. Hein, c'est-à-dire, il y a la ville d'un côté, et puis il y a l'université. Hein, l'université, c'est à côté. Hein. Par exemple, en 68, c'était encore un corps totalement étranger à la ville. Il y avait peu d'articulation entre la vie universitaire, la vie académique, pris aux sciences scientifiques, et la société strasbourgeoise. Donc c'est l'idée de réincorporer aussi cette histoire et cette dimension, donc la dimension scientifique, la dimension populaire, et aussi de faire place aux cadres sociaux, économiques et politiques de cette production culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des articles, malgré tout, sur les syndicats, sur les partis, sur les politiques sociales. Et ça s'est imposé sans qu'il y ait vraiment discussion. Tout le monde était, par exemple, j'ai fait des articles sur le socialisme municipal ou sur l'hygiène sociale. C'était des choses qui font aussi partie de la culture populaire, voire les polémiques récentes et dramatique autour de la question de l'avenir du bâtiment qui est en face, qui est l'un des palais de ces politiques d'hygiène sociale, mais Alexandre pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Donc, voilà, donc c'est en ça que c'est un dictionnaire culturel, mais on trouve aussi des éléments sur les courants politiques, les syndicats, sur l'armature industrielle de la ville, sur l'armature, sur les transports, sur les chemins de fer qui jouent un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a voulu donner le cadre, comment dire, le cadre dans lequel se développe cette vie culturelle. Que j'oublie, alors après, culturel. Voilà. Vous voyez, j'étais beaucoup plus court là. Donc, et après, ça va être de plus en plus court. Puisque je suis qu'au 3e point. Donc, c'est extrêmement. Après, c'est de Strasbourg aussi. Alors, là de Strasbourg, c'est aussi extrême. Bon, c'était pas le plus facile. C'est à la fois polémique et. Oui, compliqué. C'est polémique dans la mesure où c'est un choix délibéré de recentrer ou de faire une histoire de l'Alsace qui soit une histoire urbaine. Hein, c'est-à-dire, souvent quand on a de l'histoire de l'Alsace, c'est essentiellement de l'histoire rurale. Hein, c'est l'histoire des campagnes, alsaciennes. Bon, l'histoire de l'industrie est venue, mais encore de façon très récente. Donc il y a ce parti pris de sortir d'une approche ruraliste, qui reste quand même l'approche dominante en matière d'histoire de l'Alsace, pour basculer sur une approche urbaine. D'autant plus que là, on a un phénomène absolument extraordinaire, c'est la naissance de ce que les Allemands appellent Großstadt, hein, c'est-à-dire de la grande ville, qui est, la ville, elle multiplie sa population par 4 ou 5, c'est une explosion démographique absolument considérable que connaît Strasbourg, et c'est s'attacher aussi à l'histoire de ce phénomène urbain, y compris dans son cadre bâti, dans son cadre architectural et urbaniste, mais aussi en termes de. C'est pour ça qu'on a développé, en particulier sur les politiques sociales et tout ça, dans son administration. C'est-à-dire
avec la grande ville, naissent une façon, des conceptions différentes de gestion de la grande ville. Ça, c'est d'ailleurs l'une des... avec un apport tout à fait original à Strasbourg, il se fait en relation assez étroite, finalement, avec l'université. En tous les cas, c'est la thèse que je défends, avec le département de... comment dire, de sciences politiques, si on veut, ou de sciences économiques et politiques de la faculté de droit, avec ce qu'on a appelé, puisque Strasbourg a été l'un des bastions de ce qu'on a appelé en Allemagne le socialisme de la chair, ceux avec qui Marx va d'ailleurs polémiquer, hein, c'est les professeurs qui font des leçons sur le social, à la Théo Ziegler, mais c'est Lujo Brentano, c'est Schmoller qui développe, et c'est surtout Knapp qui va développer cette Knapp qui en même temps, oui mais ça j'y reviendrai plus tard, l'idée aussi qu'une ville doit être dotée de fonctionnaires qui ont une vraie expertise technique, hein, technique en termes de, pas seulement d'ingénieurs, mais aussi de, comment dire, de gestion, hein, de principe de gestion. Ça, bon, je pense que c'est un élément tout à fait original qui ne se forge pas qu'à Strasbourg, ça c'est clair, mais qui se forge aussi, entre autres, à Strasbourg. Donc, c'est l'idée de faire, de mettre, comment dire, à l'ordre du jour ces questions de la gestion moderne d'une grande ville et des cadres, comment dire, administratifs de cette gestion moderne d'une grande ville. Quatrième point, vous voyez, j'avance vite. À toute vitesse, à 1880-1930, ça c'était plus difficile, puisque, oui, ça veut dire quoi ces dates? Correspondent à rien. En Alsace, on a toujours fait l'Alsace jusqu'en 70, après de 70 à 18, puis après de 18 à 40, et puis etc. Puis après on a fait l'Allemagne sous occupation nazie, etc. C'est-à-dire scandé par les grands récits d'histoire nationale. Donc là, le parti pris est extrêmement clair, c'est sortir de l'approche, en particulier dans le champ de l'histoire culturelle, où on ne fait que de l'histoire politique, c'est-à-dire où on réduit le culturel au politique, et qu'il n'y a pas d'autonomie, comment dire, du culturel, il n'y a pas de prise en compte de ce qui est créé de nouveau dans le champ culturel au sens où je l'ai pris. C'est-à-dire c'est débarrasser quelque part, faire de l'histoire culturelle sans présupposés nationaux, en gros, hein, même s'il y a des paramètres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des paramètres nationaux, hein, et que ça pèse aussi dans les productions culturelles, mais il y a une autonomie aussi de la sphère culturelle, de la sphère de la recherche par rapport quelque part, l'histoire telle qu'elle est pratiquée habituellement de l'Alsace en général et de Strasbourg par extension, réduit, hein, c'est culture française contre culture allemande, et avec peu d'épaisseur et peu de contenu, c'est-à-dire avec plutôt de stéréotypes, réduit à des stéréotypes plus qu'à un travail de recherche. Si vous regardez, on peut relire toute la production, ou l'essentiel de la production de l'histoire culturelle de l'Alsace et de Strasbourg dans ces termes. Donc l'idée c'était de sortir de ça. Donc on a pris 1880-1930. Après 1880 parce que en gros, à partir de 1880, l'Alsace sort du régime, même si ce n'est pas total, d'exception, avec la création du Statthalter, qui était donc c'est un embryon, comment dire, d'existence constitutionnelle. C'est en 70, c'est Manteuffel qui est le premier Statthalter, et puis ça correspond, donc ça renvoie quand même, et puis c'est un peu le moment où commence à basculer, même si c'est inégal, le mouvement protestataire qui devient un mouvement autonomiste, c'est-à-dire où une partie de l'opinion publique alsacienne, finalement accepte le nouveau cadre dans lequel ils sont amenés à vivre. Bon, on peut dire que la figure la plus spectaculaire, c'est le basculement de Schneegans, hein, qui passe de la protestation à l'autonomie, même si ça s'étend effectivement sur un temps plus long.
Donc ça c'est